Darkwater, seconde partie. Ikuko déposa la cuvette dans le lavabo et se leva en soulevant une immense gerbe d'eau. Sa mère l'enveloppa dans une serviette et la serra contre elle. Bien qu'Ikuko soit resté longtemps dans l'eau chaude, ses épaules étaient toutes froides. La petite fille s'endormit sur son futon, le livre d'images qu'elle venait de lire grand ouvert devant elle. Yoshimi hésita à lire encore un moment, mais décida finalement d'éteindre et de dormir. À peine le drap fin d'été ramené sur sa poitrine, elle sombra dans le sommeil. Il y avait près de 2 heures qu'elle dormait, lorsqu'elle prit conscience de passer d'un sommeil profond à un état de légère somnolence. Sa main mollement tendue ne détectait plus la présence tiède et familière à ses côtés. Yoshimi se retourna dans tous les sens, mais il eut beau faire glisser sa main un peu plus loin, elle ne sentait toujours rien. Cette fois, elle se réveilla complètement, se redressa et tâtonna à l'endroit où sa fille aurait dû dormir en l'appelant doucement. La minuscule veilleuse restée allumée au bout du futon suffisait à voir que la petite pièce était vide. Ikuko n'était plus dans la chambre. « Ikuko, Ikuko !» cria Yoshimi d'une voix plus forte. Ce n'était encore jamais arrivé. Sa fille avait un sommeil de plomb. Dès que sa tête touchait l'oreiller, elle dormait profondément jusqu'au lendemain matin sans se réveiller. Et il était rare qu'elle se relève la nuit pour aller aux toilettes. Après avoir cherché dans le salon et dans la cuisine, Yoshimi s'apprêtait à jeter un coup d'œil dans les toilettes, mais elle vit que la lumière de la salle de bain était éteinte, ce qui voulait dire qu'Ikuko n'était plus là. Au même moment, elle perçut un bruit de petits pas dans le couloir. Yoshimi se précipita vers la porte et constata que la chaîne n'était pas fermée. Avait-elle oublié de la mettre quand elle était redescendue du toit, ou Ikuko l'avait-elle retirée pour ouvrir la porte? Sans prendre le temps d'enfiler un peignoir sur sa chemise de nuit légère, Yoshimi se rua dans le couloir. Elle reconnut le bruit caractéristique des câbles de l'ascenseur. Plantée devant la porte, elle regarda les numéros des étages s'allumer les uns après les autres. La lampe du 5e étage s'éteignit, celle du 6e clignota, puis le chiffre 6 s'éteignit, et à la seconde où le chiffre 7 s'alluma, l'ascenseur s'immobilisa. Elle s'était arrêtée au 7e et dernier étage où personne ne vivait. Quelqu'un venait pourtant de monter au 7e, et Yoshimi soupçonna immédiatement ce quelqu'un d'être Ikuko. Peu à peu, le soupçon se confirma dans son esprit. Sa fille, qui devait avoir une envie folle de s'approprier le sac rouge, n'avait pas supporté l'idée qu'il reste sur le toit. En même temps, elle savait pertinemment que sa mère ne la laisserait jamais prendre une chose que quelqu'un avait jetée. Ikuko avait donc attendu qu'elle soit endormie pour monter sur le toit. Malgré un léger doute quant à la capacité de sa fille à braver sa peur du noir, Yoshimi appuya sur le bouton d'appel de l'ascenseur qui se mit aussitôt en branle pour redescendre au 4e étage. En entrant dans la cabine, elle ramena les pans de sa chemise de nuit sur sa poitrine. Elle venait d'appuyer sur le bouton du 7e quand elle réalisa avec surprise que l'ascenseur descendait. Reculant de plusieurs pas, elle se retrouva le dos collé à la paroi et croisa les bras pour couvrir sa poitrine. Oh mon Dieu, quelqu'un va sûrement monter. Quelqu'un avait dû appeler l'ascenseur depuis un étage inférieur avant même qu'elle ait appuyé sur le bouton. Cette personne devait se trouver au rez-de-chaussée. C'était sans doute un de ces hommes célibataires qui vivaient au 5e ou au 6e étage et rentraient ivre-mort. L'idée d'être harcelée par un ivrogne lui fit détester jusqu'à l'exiguïté de cet ascenseur duquel elle n'aurait aucun moyen de s'échapper. Tandis que l'ascenseur continuait à descendre, chacun des 7 boutons tout cloqués s'alluma successivement. D'un seul coup, l'ascenseur s'arrêta. En levant les yeux vers la rangée de chiffres qui indiquait les étages, Yoshimi vit qu'elle était au 2e. Pourquoi le 2e étage ? Elle s'efforça de rassembler tout son courage. Décidément, elle ne s'habituerait jamais à prendre des ascenseurs en pleine nuit. C'était une expérience à vous mettre les nerfs à vif. Et quand la porte s'ouvrit, elle ne vit personne. Elle laissa échapper un petit cri étonné et s'avança à pas lents pour jeter un coup d'œil de chaque côté du couloir, prenant soin de regarder 2 fois à gauche, puis 2 fois
à droite. Le couloir sombre et désert semblait s'étendre à l'infini. Il n'y avait manifestement personne. Mais alors, qui avait appelé l'ascenseur ? La porte automatique se referma. Yoshimi se recula aussitôt, mais un quart de seconde avant que la porte soit complètement refermée, elle crut sentir une présence se glisser subrepticement à l'intérieur de la cabine. Sans doute, son imagination lui jouait tel des tours, mais il lui sembla que la température de l'espace avait brusquement chuté. Elle n'était pas seule. Il y avait quelqu'un avec elle. Elle avait l'impression de sentir un souffle sur son ventre, un souffle semblable à la vapeur blanche qui sort de la bouche par une froide journée d'hiver. L'ascenseur remonta et s'arrêta au 7e étage. Arrivé devant le palier de l'escalier qui menait sur le toit, Yoshimi alluma toutes les lumières de l'étage. Deux néons brillèrent au plafond. Rassurée, elle s'engagea dans l'escalier. Yoshimi poussa la porte et la laissa grande ouverte de façon à ce que les lumières du dernier étage éclairent le toit. « Ikuko !» cria-t-elle. Elle avait beau plisser les yeux, la petite silhouette de sa fille n'était nulle part en vue. Elle se pencha par-dessus la rambarde située à l'ouest du toit, mais n'aperçut aucune tache sombre susceptible d'annoncer un drame à la lumière des réverbères qui bordaient la route. Elle soupira de soulagement. Ikuko n'était pas tombé dans le vide. Au nord, au sud et à l'est, l'immeuble était entouré de balcons qui surplombaient le 7e étage. Si jamais Ikuko était tombé de l'un ou de l'autre de ses côtés, la chute n'aurait pas été mortelle. Mais où diable était-elle ? Yoshimi avait l'impression que l'estomac allait lui remonter dans la gorge. Comment savoir ? Ikuko était peut-être quelque part dans l'appartement. Était-ce trop espéré ? Telles étaient les pensées de Yoshimi quand elle se retourna vers le dernier étage. La lumière blanche des néons se déversait sur le toit. Juste au-dessus du dernier étage se trouvait le réservoir d'eau couleur crème qui reposait sur une tourelle soutenue par des piliers de fer. Éclairée par en dessous, la citerne en forme de cercueil trônait au milieu du ciel nocturne dégagé, retenant entre ses parois des centaines de litres. C'était là qu'était recueillie et stockée l'eau avant d'être acheminée vers les appartements. Deux objets semblables à des cordes se balançaient dans l'ombre des piliers en fer qui soutenaient le réservoir. En plissant les yeux, Yoshimi parvint à discerner une ombre minuscule qui bougeait en dessous. Le fait de voir l'ombre, mais pas ce qui en était la cause, l'intrigua. Soudain, elle s'efforça de conjurer l'image qui venait de lui traverser l'esprit, celle d'une petite fille, accroupie juste en dessous du réservoir. « C'est toi, Ikuko ? Tu es là-haut » Pas de réponse. Pour voir par-dessus l'auvent, elle allait devoir escalader l'échelle en aluminium fixée à la perpendiculaire du mur en béton. Monter ainsi sur plus de 2 mètres mobiliserait ses 2 mains et ses 2 pieds. Alors que grimper le long d'un mur, telle une araignée, aurait été difficile en temps normal à quelqu'un d'un gabarit délicat comme le sien. Yoshimi se hissa sur l'échelle, poussé par le désir dévorant de découvrir ce qu'il y avait là-haut. À mi-hauteur, elle regarda en bas pour évaluer la distance qu'elle avait parcourue. C'est alors qu'elle repéra un objet de couleur sombre sous le tuyau d'évacuation qui courait le long du mur de l'auvent. Il était là, où il se trouvait la veille, à l'endroit même où elle l'avait envoyé promener lorsqu'elle avait empêché Ikuko de le ramasser. Yoshimi, l'esprit de plus en plus confus, réfléchit rapidement. Quelque chose ne collait pas. Elle était passée à côté d'un élément essentiel. Très vite, elle aboutit à la conclusion qu'Ikuko ne pouvait pas être là-haut. À cette pensée, son pied droit dérapa et elle faillit louper un barreau. Il était impossible que sa fille soit montée au 7e étage en ascenseur étant donné qu'elle était trop petite pour atteindre le dernier bouton. Un frisson la parcourut. En levant les yeux, elle vit que l'ombre gagnait de plus en plus de substance. Il y avait quelque chose ou quelqu'un là-haut, c'était certain. Yoshimi entendit ses articulations craquer comme si elle les soumettait à trop rudes épreuves. Si ce n'était pas sa fille, qui était-ce ?
Il lui suffisait maintenant de monter encore un peu pour atteindre le niveau du bord supérieur, mais le courage commençait à lui manquer. Des images n'arrêtaient pas de défiler devant ses yeux, tout son corps se raidit, rendant de plus en plus difficile le simple fait de monter ou de descendre. À cet instant, elle entendit la voix qu'elle avait le plus envie d'entendre au monde l'appeler en dessous. « Maman ?» Yoshimi sentit ses forces l'abandonner. Son épuisement était tel qu'elle avait de la peine à empêcher ses pieds et ses mains de glisser sur les barreaux en aluminium. La joue coincée contre son épaule gauche, elle vit sa fille avancer sur le toit, en pyjama. « Maman, maman, mais qu'est-ce que tu fais là-haut ?» Le lendemain matin, à l'heure habituelle, Yoshimi sortit de chez elle en tenant sa fille par la main. Dans l'ascenseur, elle remarqua que les câbles faisaient un bruit légèrement différent de la veille, bien qu'elle soit incapable de préciser en quoi. La seule explication qu'elle put trouver était que les bruits devaient prendre une tonalité très différente en plein jour. Inconsciemment, Yoshimi serre la main d'Ikuko un peu plus fort. Elle n'avait pas fermé l'œil de la nuit et avait passé des heures à se demander si sa fille avait menti ou si sa propre attitude avait été la conséquence impulsive d'un délire obsessionnel. Ikuko avait affirmé être dans la salle de bain au moment où sa mère était sortie en trombe de l'appartement sans qu'elle comprenne pourquoi. « Tu n'imagines pas le mal que j'ai eu à monter sur les escaliers toute seule jusqu'au toit. Qu'est-ce que tu faisais là-haut, maman ?» Voir sa mère agrippée au mur de l'auvent avait fait battre le cœur d'Ikuko violemment, comme pour prouver à quiconque en avait douté qu'elle venait de monter en courant jusque sur le toit. La colère qui vibrait dans sa voix s'expliquait par la terreur qu'elle avait ressentie à l'idée d'avoir été abandonnée. Comme tous les jeunes enfants, elle se mettait à pousser des hurlements hystériques quand il lui arrivait de se réveiller, de se retrouver toute seule. Ikuko ne pouvait quand même pas avoir inventé tout cela. Les choses avaient dû se passer comme elle l'avait dit. Yoshimi s'était précipité dans le couloir sans penser que sa fille avait pu aller aux toilettes sans allumer. Et les chiffres des étages indiqués sur l'ascenseur lui avaient aussitôt fait penser au toit. En l'absence de toute autre interprétation possible, il ne lui restait plus qu'à croire sa fille sur parole. Toutefois, malgré l'embarras qu'elle éprouvait à s'être comportée comme une folle, quelque chose continuait à l'empêcher d'être tout à fait convaincue. Pourquoi l'ascenseur s'était-il arrêté au 2e étage ? Elle n'avait vu personne. Or, elle se souvenait très bien avoir senti se faufiler une présence. Oui, elle se souvenait parfaitement de l'instant où l'air tiède de la cabine était devenu glacé. La porte de l'ascenseur s'ouvrit. Yoshimi se retrouva face au soleil matinal qui inondait le hall d'entrée et pensa que les rayons puissants allaient avoir raison de l'atmosphère morbide de la nuit précédente. Elle aperçut le concierge qui se tenait un peu plus loin, balai à la main. « Bonjour, madame » dit-il en la saluant avec un grand sourire. Yoshimi passa devant lui sans croiser son regard et répondit d'un simple hochement de tête, puis s'arrêta brusquement et se retourna pour s'adresser à lui. « Excusez-moi. »« Oui, si c'est à propos de ce sac. »« Non, ce n'est pas ça. » Elle n'était pas encore décidée à lui poser la question qui lui brûlait les lèvres. Le concierge, son balai dans une main, se tourna aimablement vers Ikuko. « Alors, c'est l'heure d'aller à l'école ? Je sais que ça ne me regarde pas, mais vous avez dit que la famille qui habitait au 2e étage avait vécu une sorte de tragédie. Qu'est-il arrivé exactement pour que... » Yoshimi laissa sa question en suspens. Le concierge rengaina son joyeux sourire et arbora une expression plus adaptée à raconter les malheurs des autres. « Ah ça ? Eh bien, ça s'est passé il y a 2 ans. La petite avait à peu près le même âge qu'Ikuko. Elle jouait quelque part dans le coin. Et elle a disparu. » Yoshimi attrapa sa fille par les épaules et l'attira doucement contre elle. « Quand vous dites qu'elle a disparu, vous voulez dire qu'elle a été enlevée ?» Le concierge inclina la tête sur le côté. « Je ne pense pas qu'on ait fait ça pour demander une rançon. La police a ouvert une enquête criminelle, vous voyez. Tant qu'il existe la possibilité qu'un enlèvement ait été commis dans le but d'obtenir une rançon, la police mène son enquête dans la plus grande discrétion. Mais dès qu'existe la certitude
que ce n'est pas le cas. L'enquête est menée publiquement. Les médias sont aussitôt prévenus, ce qui permet d'obtenir des informations beaucoup plus rapidement. Vous disiez donc qu'il... Le concierge secoua la tête. Ils ne l'ont jamais retrouvé. Pendant presque 1 an, les parents ont gardé l'espoir de la voir revenir. En tout cas, quand il a été question d'acheter les appartements, ce sont les kawaii du 2e étage qui s'y sont le plus farouchement opposés. Ils avaient l'impression que si l'immeuble était démoli, leur fille n'aurait plus d'endroit où revenir. Mais ils ont sans doute fini par perdre espoir. Tout ce que je sais, c'est qu'ils sont partis s'installer à Yokohama l'été dernier. Leur nom de famille était Kawaii. Oh oui, c'est ça. La petite fille s'appelait Michi. Elle était adorable. Pour sûr, il y a des gens odieux dans ce monde. Vous avez dit Michi ? Oui, son nom était Mitsuko, mais on l'appelait par son diminutif, Michi. Michi, Mitsuko, la camarade imaginaire à laquelle Ikuko avait parlé dans son bain. Grâce à ce nom, tout commençait à se mettre en place. Yoshimi revit la silhouette semblable à une colonne que sa fille avait fabriquée à l'aide d'une serviette humide entortillée et qu'elle avait installée au milieu de la cuvette. Cette silhouette semblable à une statue de Jizo, dressée au bord d'un chemin à laquelle elle avait parlé comme à une amie et qu'elle avait appelée Mitsuko. Yoshimi se sentit pâlir. Les mains plaquées sur les tempes, elle dut s'appuyer contre le mur et laissa échapper un gros soupir. « Ça ne va pas ?» Elle esquiva la question inquiète du concierge en regardant sa montre. Elle n'avait pas le temps de se lancer dans des explications. Si elle ne se dépêchait pas, elle allait rater le bus. Elle adressa un bref salut au vieil homme et se hâta de sortir du hall. Pour en savoir plus, elle profiterait d'un moment de pause au bureau pour consulter les archives des journaux conservés sur microfiche. Mais sans connaître la date exacte, elle était sûre de trouver l'article sur la disparition de la petite Mitsuko Kawaii si elle passait au crible les journaux parus ces 2 dernières années. D'après ce qu'avait dit le concierge, l'enfant n'avait pas été retrouvée. Elle avait dû être enlevée par un pervers ou faire une chute dans le canal. Dans un cas comme dans l'autre, la pauvre enfant gisait morte, quelque part, dans un endroit inconnu. Ce soir-là, vers 8h, Yoshimi venait d'ouvrir le robinet pour faire couler un bain quand le téléphone sonna. Elle laissa l'eau couler et courut décrocher dans le salon. L'appel venait de la loge du concierge. « Pardonnez-moi, mais je me suis foulé la cheville gauche. » La première phrase du concierge déconcerta Yoshimi, qui ne trouva qu'un vague « Oh » à répliquer. Elle ne comprenait pas pourquoi il lui téléphonait. Ce n'est qu'après lui avoir raconté comment il s'était tordu le pied qu'il expliqua la raison de son appel. « Il y a un paquet pour vous. » Ces mots éclairèrent ce qu'il avait dit précédemment. En général, le concierge gardait les paquets qu'on lui livrait parce qu'elle était rarement chez elle dans la journée. D'habitude, il les lui apportait. Ce qu'il avait voulu dire, c'était que sa cheville foulée l'empêchait de monter, et si elle tenait à récupérer le paquet rapidement, il voulait l'avertir qu'elle devrait descendre le chercher elle-même dans la loge. Yoshimi savait de qui venait le paquet, et cela n'avait rien d'urgent. Elle remercia le concierge de l'avoir prévenue, et juste avant de raccrocher, dit qu'elle descendrait immédiatement. Arrivée devant la loge, elle aperçut une boîte en carton sur le comptoir. Le paquet venait de son amie Hiromi, dont la fille était entrée à l'école primaire et qui avait eu la gentillesse d'envoyer à Ikuko les vêtements et les chaussures devenus trop petits pour sa fille. Yoshimi trouva le carton étonnamment lourd et comprit pourquoi le concierge n'avait pas pu le monter avec une cheville mal en point. « Votre cheville ne vous gêne pas trop ?» demanda-t-elle en fronçant les sourcils d'un air soucieux. La nature sait comment rappeler à un vieil imbécile qu'il n'est plus le jeune homme qu'il a été. Le concierge avait dit cela en riant, s'attendant visiblement à ce qu'elle l'interroge sur la façon dont il s'était blessé. Mais Yoshimi avait l'esprit ailleurs. Ce jour-là, elle avait consulté les archives de sa société et regardé tous les journaux parus 2 ans plus tôt, entre juillet et octobre. Mais elle n'avait pas réussi à trouver d'article sur l'affaire concernant Michi. La formule, il y a 2 ans, n'était pas assez précise. Il lui fallait la date exacte.
Ne s'attendant pas vraiment à ce que le vieil homme se souvienne des faits remontant aussi loin, elle décida de lui poser quand même la question. « 1 minute, répondit-il en se baissant pour attraper quelque chose sur le comptoir. Il en sortit un gros cahier tout usé qu'il laissa tomber sur le comptoir. La couverture portait la mention « Journal du concierge », écrite en gros caractères à l'encre noire. Il avait apparemment l'habitude de consigner les événements de chaque journée dans ce journal de bord, de manière à fournir une sorte de rapport à son employeur sur ce qui se passait. Tout en marmonnant dans sa barbe, le concierge lécha le bout de son index et commença à tourner les pages. « Voilà, nous y sommes. Tenez, regardez. » Il retourna le cahier et le fit glisser vers Yoshimi. La page était datée du 17 mars. Puisqu'on était en septembre, l'affaire ne remontait donc pas à 2 ans, mais à 2 ans et demi. Même l'heure était indiquée. Les autorités avaient conclu qu'il n'y avait aucune raison de considérer la disparition de Mitsuko Kawai dans l'appartement 205 comme une affaire d'enlèvement en vue d'une demande de rançon et avaient par conséquent ouvert une enquête à 23h30. Yoshimi prit soin de noter la date et l'heure exacte dans un coin de sa mémoire. Au moment où elle allait rendre le cahier au concierge, l'image de la citerne couleur chair lui traversa l'esprit sans qu'elle puisse expliquer pourquoi. Cette image devait être liée à une association qu'elle venait de faire avec un mot. Oui, ce qui avait tout déclenché, c'était la phrase inscrite un peu plus haut à cette même date du 17 mars. Opération de nettoyage effectuée dans le réservoir d'arrivée d'eau et la citerne du toit. Inspection terminée. C'était bien ça, le réservoir. Ce même réservoir qui se profilait tel un cercueil géant dans le ciel étoilé. Les opérations de nettoyage en question avaient eu lieu le jour de la disparition de Mitsuko. 2 techniciens embauchés par le syndic de l'immeuble étaient venus travailler à l'intérieur du réservoir. Yoshimi poussa un cri, silencieux. « Est-ce que le réservoir sur le toit est ?» Elle s'arrêta pour reprendre son souffle. « Le couvercle du réservoir est toujours fermé ?» Le concierge pencha la tête d'un air perplexe, comme s'il cherchait pour quelle raison elle avait détourné la conversation. D'un bref coup d'œil, il balaya les informations concernant les opérations de nettoyage, consignées à la même date. Un air de satisfaction éclaira son visage. « Je vois. Nous y voilà. Oui, bien sûr, en temps normal, il est soigneusement fermé, assura-t-il. À quel moment l'ouvre-t-on? Seulement quand il faut le nettoyer? Oui, bien entendu, confirma-t-il. Yoshimi posa les mains de chaque côté de la boîte en carton. Est-ce que le réservoir a été nettoyé depuis cette date? Comme vous pouvez le voir, nous n'avons pas de contrat d'entretien, si bien que... A-t-il été nettoyé depuis? Répéta Yoshimi, incapable de contenir son impatience. Ma foi, il serait grand temps de le refaire. Après tout, ça fait déjà 2 ans, non? Je vois. Prenant le carton dans ses bras, Yoshimi recula en titubant et sortit de la loge, d'un pas si mal assuré que ce fut un miracle si elle regagna l'appartement sans trébucher. Faisant très attention à ne pas toucher l'eau dans la baignoire, elle retira la bonde et regarda le niveau baisser progressivement. Elle n'avait pas envie de prendre de bain. Ikuko s'était lamentée à plusieurs reprises en demandant pourquoi elle ne pouvait pas prendre de bain ce jour-là. Elle avait insisté à n'en plus finir. Il y avait 1 minute à peine qu'elle s'était endormie. En apparence, l'eau avait l'air parfaitement propre, mais Yoshimi ne pouvait s'empêcher d'imaginer les particules qui flottaient dedans. Elle ouvrit le placard de la cuisine, sortit une bouteille de saké qu'elle gardait pour faire la cuisine et se versa un verre. Elle ne supportait pas très bien l'alcool, mais elle avait le sentiment que si elle n'en buvait pas un peu ce soir-là, elle n'arriverait jamais à s'endormir. Yoshimi s'appliqua à penser à autre chose. Le roman de cet auteur de fiction violente qu'elle révisait au bureau ferait l'affaire. Elle n'avait qu'à se remémorer quelques scènes abominables pour couper court aux associations qui s'enchaînaient dans son esprit. Mais ce fut en vain. Son imagination débordante la ramenait toujours au même point.
Le sac rouge, avec le motif Kitty, trouvé sur le toit, la disparition de la petite Mitsuko, l'ombre fugace entrevue sous le réservoir, le mystérieux arrêt de l'ascenseur au 2e étage. La veille, le mince filet d'eau qui s'écoulait du robinet avait relié la salle de bain de leur appartement à la citerne d'eau qui se trouvait sur le toit de l'immeuble. Dans la baignoire, Ikuko avait parlé ouvertement à Mitsuko, comme si elle était là, pour de bon. Tout cela n'aboutissait qu'à une chose. Yoshimi s'obligea à repousser ce raisonnement en pensant à une scène du roman. Dans cet univers de fiction puant et sanguinolent, un truand avait été enlevé et séquestré par une bande rivale qui lui faisait subir toute une série de mauvais traitements. Et par un pur hasard, le réservoir avait été nettoyé le jour même où la petite Mitsuko avait disparu. Mais penser qu'il puisse s'agir d'autre chose que d'une coïncidence était absurde. Oui, maintenant qu'elle y réfléchissait, il existait une explication rationnelle à tout. Le sac rouge avait été abandonné sur le toit par des enfants du voisinage pour respecter une sorte de rituel. À moins que ce soit pour adresser un signal à un ovni ou une autre histoire puérile de ce genre. Les enfants avaient dû voir le sac dans la poubelle, d'où ils l'avaient sorti pour aller le remettre sur le toit. Et si l'ascenseur s'était arrêté au 2e étage, c'était tout simplement parce que quelqu'un qui habitait à cet étage l'avait appelé. Et voyant que la cabine était au 4e, avait perdu patience et décidé de descendre par l'escalier. Raison pour laquelle elle n'avait vu personne quand la porte s'était ouverte. En se forçant à dissocier les événements les uns des autres, Yoshimi s'appliqua à trouver une explication rationnelle à chaque élément séparé. Mais elle avait beau faire tous les efforts possibles, les éléments tronqués recommençaient immédiatement à s'associer, comme ces serpents dont la queue repousse, à peine coupée. Il y avait quelque temps qu'elle avait pris conscience de la vérité, mais elle se refusait à l'admettre. Tout ramenait à une seule chose, à la même conclusion inévitable. Oui, sans aucun doute, Michi se trouvait en ce moment même au fond de cette citerne sur le toit. Yoshimi eut beau repousser l'idée, la scène se déroulait dans sa tête, comme si elle y était. Pendant que les techniciens du nettoyage avaient pris leur pause déjeuner, la petite fille avait dû tomber au fond du réservoir, où y avait été poussée intentionnellement par quelqu'un. Le cadavre en décomposition, le sac Kitty qu'elle tenait à la main si fermement, le cercueil rempli d'eau. Il y avait 3 mois qu'elle buvait cette eau. Elle avait fait la cuisine avec, préparé du café et mis des glaçons pour rafraîchir les boissons d'été. Combien de fois avait-elle trempé dans l'eau chaude du bain dans lequel grouillaient des milliers de cellules putrides? Combien de fois s'était-elle lavé les mains et la figure avec cette eau? C'était impossible à dire. Yoshimi mit la main devant sa bouche en sentant le goût du saké se mélanger à un renvoi de suc gastrique. Elle courut dans la salle de bain, s'agenouilla devant la cuvette des toilettes et vomit. Ses yeux étaient injectés de sang et une sensation de brûlure lui picotait le fond de la gorge et du nez. Elle tira la chasse d'eau et regarda la spirale aspirer ce qu'elle venait de rendre au fond de la cuvette. En apparence, il ne restait plus que de l'eau claire. Pourtant, l'eau qui s'écoulait pour rincer la cuvette des toilettes contenait des cellules de peau, de la peau morte, et plein de petits poils, des poils fins comme du duvet. La sensation de nausée ne s'était toujours pas dissipée, mais à présent, elle n'avait plus rien dans l'estomac. Tandis qu'elle s'essuyait la bouche avec du papier toilette, Yoshimi toussa violemment plusieurs fois, avec la sensation d'étouffer. Elle resta assise, le temps de retrouver une respiration régulière. C'est alors qu'elle l'entendit. Le bruit de l'eau qui tombait goutte à goutte dans la baignoire à côté. Elle croyait avoir fermé à fond le robinet, mais un mince filet d'eau continuait de s'écouler. Agenouillée par terre, elle referma les bras autour de la cuvette des toilettes et ravala frénétiquement sa salive pour empêcher que ce qu'elle imaginait devienne réalité, des hallucinations. C'était clair, elle voyait ce qui ressemblait au cadavre d'une petite fille flotter dans l'eau fétide qui remplissait la baignoire. Au moment où elle ouvrit la bouche pour crier « assez !», elle tomba à la renverse sur le sol mouillé. Le visage de l'enfant, tout violacé et affreusement gonflé, était 2 fois plus gros que la taille normale.
Un gobelet en plastique rouge flottait à côté du torse du cadavre. Une grenouille mécanique en plastique vert nageait à la surface en faisant des mouvements saccadés avant et arrière. La grenouille touchait l'épaule de l'enfant, rebondissait et effleurait de nouveau, arrachant à chaque fois un minuscule morceau de chair entre ses pattes en plastique. Le sac rouge vif flottait à la surface de l'eau, accroché à la main refermée du cadavre, dont on voyait désormais les os. Malgré les brèves goulées d'air qu'elle aspirait, Yoshimi n'arrivait plus très bien à respirer. L'odeur qui assaillait ses narines lui évoquait des ordures oubliées dans une cuisine. Quand elle tenta d'échapper au relent de putréfaction qui empestait la salle de bain, elle se cogna la tête contre la porte et s'effondra par terre. Très vite, elle perdit connaissance. Une voix lointaine, pareille au pépiment d'un petit oiseau, traversa la frontière lugubre qui délimitait les parties conscientes et inconscientes de son cerveau. Sa rétine enregistra la silhouette d'Ikuko dans son pyjama trop grand. Au moment où l'enfant passa la main sous la nuque de sa mère, sa voix tremblante laissa place à des sanglots. Yoshimi sentait une petite main aller et venir près de son oreille. La chaleur et la petitesse de la main d'Ikuko, ce corps minuscule, plein de vie, suffit à chasser ces visions. Il faut aider maman à se relever. La voix rauque et plaintive se limitait à un murmure. Ikuko attrapa sa mère sous le bras en la tirant de toutes ses forces. Une fois assise, Yoshimi agrippa le rebord de la baignoire d'une main et réussit à se redresser toute seule. La robe chasuble qu'elle portait en guise de chemise de nuit était trempée de l'ourlet jusqu'à la taille. En se retournant, elle aperçut une myriade de gouttelettes d'eau accrochées de façon précaire aux courbes scintillantes de la baignoire couleur crème. Être consciente d'être victime d'hallucinations ne la préparait toutefois en rien à s'en débarrasser. Entre deux sanglots, Ikuko leva les yeux vers sa mère en murmurant « Maman, maman !» Il lui faudrait faire preuve d'une force psychique gigantesque si elle voulait être une bonne mère pour cet enfant. Yoshimi se regarda et se trouva pitoyable. Sa résistance émotionnelle commençait déjà à s'effriter. Encouragée par les sanglots de sa fille, elle fondit en larmes, à son tour. Lorsqu'elles traversèrent le pont qui enjambait le canal, Yoshimi résista à l'envie de se retourner pour regarder l'immeuble. Elle portait un sac dans lequel elle avait mis quelques objets de valeur et des vêtements de rechange. Chaque fois qu'elle faisait passer le sac d'une main dans l'autre, Ikuko changeait de côté, elle aussi, pour attraper fermement la main libre de sa mère. Son attitude devait sembler tout ce qu'il y a de plus ridicule. Pourtant, il lui était impossible de vivre un jour de plus dans un appartement où l'eau était inutilisable. Cette nuit, rien qu'une nuit, elle voulait dormir sur ses deux oreilles. Demain, des techniciens examineraient le réservoir. Elle avait convaincu le concierge de le faire ouvrir pour en inspecter le contenu, mais une telle opération ne pouvait s'effectuer qu'en plein jour. Le sol ne paraissait pas plus stable de l'autre côté du canal que sur l'îlot remblayé. Yoshimi aila un taxi libre qui roulait dans leur direction. Elle aida Ikuko à monter à l'arrière, puis s'installa à son tour. En se penchant, elle aperçut brièvement le toit de l'immeuble. Tout là-haut, réduit par la distance, le réservoir couleur chair planait d'un air menaçant. La petite Mitsuko continuait-elle encore à barboter dans ce rectangle scellé qui lui servait de baignoire? Quoi qu'il en soit, cette nuit, plus que tout autre, Yoshimi ne désirait qu'une chose, dormir. Elle se glissa sur la banquette arrière et indiqua au chauffeur le nom d'un hôtel. Darkwater est une nouvelle de Koji Suzuki, extraite du recueil Darkwater, publié aux éditions Pocket. Narration, réalisation sonore et musique, Eric Hansen.